montré décidé à faire usage du pouvoir d'interdire, censurer, éteindre la parole et le savoir. Cela m'a inspiré cette pensée évidente, une révolution n'est jamais finie et il ne faudrait pas que celle-ci manque de commencer. 60 enfants et adultes sont morts d'un cri rauque qui réclamait souveraineté et il m'apparaît essentiel de commencer cette prise de parole par une pensée à leur égard et l'affirmation d'une certitude à l'égard de leurs proches, ils ne seront pas oubliés. À Dakar, au parquet, au cabinet d'instruction numéro 2, à l'UCAD, les mêmes corps, les mêmes âmes qui ont permis la commission des crimes, qui ont amené à la mort de ces personnes, demeurent. Les mêmes visages qui pour certains se tairent, tremblent, ont honte, mais pour d'autres, rient et sourient devant les caméras. Je pense à un ancien ministre de l'Intérieur. Censure, je pense à un recteur d'université. Et menace. Je viens en un pays où ceux qui m'ont fait kidnapper à 300 km de la frontière sénégalaise, en plein cœur de la Mauritanie, ont formellement encore entre leurs mains le pouvoir de me faire arrêter, enfermer, expulser. J'ai été à mon arrivée soumis à un contrôle approfondi de mon identité. J'étais venu en homme simple, sans privilège, sans invitation des autorités, mais par 2 personnes qui avaient connu les géoles et qui sont pour moi des héros de l'humanité, dans le but de voir et de partager. Je n'ai demandé volontairement aucun passe-droit. J'ai pris mon siège au fond de l'avion, j'ai avancé sans rien réclamer, sans rien demander, et ce que j'ai vu, des permanences du pouvoir et des menaces qu'il continue à faire porter sur le peuple, m'a effrayé. Lorsque l'on est sans protection, sans robe, à égalité, avec les personnes qui n'ont pas de privilèges, qui n'ont pas eu la chance d'être protégées, l'on voit l'importance de démanteler ces structures de pouvoir et d'être sans tolérance à l'égard d'un quelconque excès, d'une quelconque violence qui n'aurait pas été réprimée. En ce pays que je considère aujourd'hui mien, ceux qui ont obéi n'ont pas été encore sanctionnés, et celui qui a ordonné que la mort se répande pour des violences politiques a été en mesure de quitter le territoire en jet privé et de jouir aujourd'hui encore de son impunité. Comment est-ce qu'il a pu payer ce jet privé, cet homme, dont les soldes sont pourtant publics et connus depuis près de 40 ans, et ne permettraient pas théoriquement de financer 1 heure de voyage dans cet appareil? Et qui est chargé aujourd'hui de rechercher quels sont les fonds qui l'ont financé? Je suis venu, chers amis, à égalité avec des confrères qui, comme moi, se sont sacrifiés pour une cause, tandis qu'en face, on payait jusqu'à 100 000 € l'audience des Français, des sorciers blancs, pour venir légitimer la répression et la violence qui s'abattait sur un peuple. Et j'ai vu des confrères accepter cet argent, accepter de servir de faire-valoir pour légitimer la mort, l'emprisonnement, la détention de citoyens innocents. Je suis venu à égalité de telle façon que, lorsque, amené à Nouakchott, j'ai été confié au service de renseignement de la Mauritanie, alors que l'on m'avait assuré que l'on m'amenait vers l'aéroport pour que je puisse rentrer en Europe. Après avoir réussi à échapper aux polices et gendarmeries de ces pays pendant 4 jours, avec l'aide de personnes glorieuses qui sont aujourd'hui à mes côtés et qui ont pris tous les risques pour me protéger. Après avoir pris une barque pendant 25 heures pour traverser l'Atlantique, pour sortir de ce pays sans nuire à mon client, sans par exemple en traversant la frontière malienne, de sorte que l'on aurait pu inventer un prétexte que je voyais déjà venir, consistant à dire que peut-être que tout cela était une opération d'influence de l'étranger, financée par les Russes et d'autres. On a bien vu comment le pouvoir précédent cherchait à instrumentaliser ces questions. Prêt à prendre le risque de la noyade pour m'assurer qu'à aucun moment, Ousmane Sonko souffrirait de notre démarche, d'une façon ou d'une autre, et pourrait faire l'objet de théories complotistes.
Lorsque, réussissant cette démarche, après être rentré, comme me l'a rappelé mon confrère Bamba Cissé, légalement sur le territoire, sans faire l'objet d'aucune mesure qui ne me l'interdisait, et avoir participé à ses côtés, à celui de mon confrère Cheikh Khoureyshiba, qui, comme l'a rappelé Bamba, est celui qui a permis ma rencontre avec le peuple sénégalais. Après avoir donc dénoncé le procureur de la République, qui est encore aujourd'hui en poste, après lui avoir dit « Nous n'aurons pas peur, nous n'avons pas peur », nous avions réussi théoriquement à rompre cet encerclement et à avoir envoyé le signal dont le pays à ce moment avait besoin et dont mon client avait besoin. Car il est évident que si je suis venu au Sénégal à ce moment-là, alors que le procureur, justement, avait annoncé l'existence d'un mandat d'arrêt international, c'était d'une part parce que M. Sonko m'avait désigné lors de son placement en garde à vue pour une histoire funeste de téléphone portable qui s'était transformé en accusation de terrorisme. Rappelons-nous quand même du ridicule dans lequel ces autorités politiques avaient sombré. Et c'était évidemment par devoir, par le devoir que la robe m'imposait, c'est-à-dire de ne pas le laisser seul, alors que rien ne le justifiait. Et quand donc, séquestré par ces services de renseignement, qui m'ont mis une cagoule, qui, sans me présenter un avocat, à une autorité consulaire, à un juge, m'ont menotté et amené depuis la capitale, Nouakchott, contrairement à ce qui a été dit, en toute illégalité, jusqu'à la ville de Rosso, puis placé sur un bateau qui est accosté de l'autre côté de la rivière, près de Vaches, parce qu'ils avaient peur que l'on me voie, parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était illégal, et qu'ils ont dû me traîner dans la boue du rivage pour m'amener dans des pick-up banalisés, entourés de mitraillettes, puis transférés à nouveau dans un autre convoi, avant qu'enfin, à Saint-Louis, on me convie à la BIP, et que je sois transféré à Dakar. J'ai compris que j'étais face à des gens qui ne jouaient pas selon les règles du jeu, qui ne respectaient pas le droit, qui ne faisaient pas qu'instrumentaliser le droit, qui avaient décidé de jouer avec les formes, de mentir, puisqu'ils diraient qu'ils m'avaient arrêté en traversant la frontière. Je peux vous dire, car les pêcheurs avec qui j'étais sont dans cette salle, et c'est, je pense, la chose la plus émouvante qui puisse m'arriver aujourd'hui, j'aimerais les saluer. Ces pêcheurs m'ont vu au moment où nous avons traversé la frontière maritime, où ils m'ont pu m'indiquer que nous n'étions plus dans des eaux territoriales sénégalaises. Le sourire qui m'a pris et la petite pensée que j'ai eue pour Antoine Félix Diome à ce moment-là, je peux vous dire que je ne l'oublierai jamais. Et nous avons continué pendant 8 heures. J'aimerais qu'il se lève. Ces héros anonymes que le maire de Sangalkam, Alpha Bokarso, a trouvés, qui ont eu le courage, et ils me l'ont avoué qu'à la fin, sachant parfaitement qui j'étais, de prendre ce risque, de partir pendant la nuit, longeant les côtes sénégalaises, passant à côté de l'île de Gorée, puis remontant jusqu'au fin fond de la Mauritanie, et ne s'arrêtant que parce que, après un échange de regards un peu inquiet, voyant que l'eau commençait à monter dans la barque, on s'est dit, bon, il y a une sorte de belle construction bleue là dans le désert, peut-être qu'il est temps que l'on s'arrête à 100 km de Nouakchott, mais qui était prêt à continuer, et qui serait allé jusqu'au bout et qui aurait pris tous les risques nécessaires pour... Et qui donc, après ces 25 heures, nous ont amenés dans cet endroit-là, le savent. On était très loin de cette frontière maritime. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à mentir? Pourquoi est-ce qu'ils ont tenté de mentir? Parce qu'ils ont cherché à maquiller la réalité, parce qu'ils ont cherché à la rendre légale et à rendre notre geste illégal. Et donc, à partir de là, à tirer du droit une légitimité, non seulement pour me faire enfermer, mais une légitimité politique qui leur permette de perdurer. Or, ce qu'ils avaient fait, et c'est ce qui permettrait ma libération quelques jours plus tard, à savoir arrêter un avocat parce qu'il avait défendu son client, était inconcevable et inacceptable. Et le faire accuser à son tour de terrorisme
d'association de malfaiteurs et ainsi de suite, et lui faire encourir la perpétuité, dans le seul but, non de l'effrayer lui, non de m'effrayer moi, mais de vous effrayer vous, et de vous montrer que ce pouvoir tiendrait contre une quelconque offensive, était quelque chose d'inacceptable et qui ne saurait être toléré. Et la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu, y compris des Gilets jaunes en France, y compris des Gilets jaunes, pour vous dire à quel point votre lutte a trouvé des échos loin des palais, loin des pouvoirs. Cette mobilisation a permis de me sauver, et quelques mois plus tard, de sauver tous ceux qui étaient alors encore enfermés. Lorsque je suis rentré à Rebeuss, j'ai décidé de le faire pieds nus, comme cela a été raconté, pour une raison très simple. Je considérais que j'étais face à des violeurs, des gens qui ne méritaient nul respect et qui n'avaient aucun droit sur moi. Et donc j'ai refusé d'avoir aucun lien à leur égard, de me dégager entièrement de leur part. Ce n'était pas un geste calculé. De la même façon que cesser de boire et de manger pendant ces 3 jours s'imposait. Le fait de ne pas leur parler, si ce n'est pour dire cette phrase qui a été rappelée, « Seule la lutte libère », n'était pas un choix. C'était une obligation, une évidence. Et quand je me suis retrouvé dans cette cellule, sur ce lit que Jamil Sané prendrait à ma sortie, dans un chassé-croisé extraordinaire, alors qu'il m'avait accueilli à Dakar, après qu'on se soit croisé dans la cave, souriant de se retrouver au même moment sans pouvoir se parler, évidemment, pour ne pas mettre en difficulté ceux qui nous avaient aidés. Après avoir réussi à sortir de toutes ces opérations de déstabilisation grâce au courage, j'allais dire à l'inconscience d'Alpha Bocarso, qui pendant ces 4 jours m'a protégé avec les siens, avec Indian Law, avec le lutteur Dolé qui est là, Usine Dolé. Avec Asrouma et Ngaloum aussi. Vraiment, ce courage qui leur a coûté cher, qui leur a coûté la liberté, était fondamental. Ce n'était pas un caprice, ce déplacement. Il ne s'est pas levé. Ce n'était pas un caprice parce que, évidemment, ce que l'on cherchait à faire, c'était rompre, ce qu'on a toujours cherché à faire, c'était rompre l'impression d'impunité et de toute puissance qui habitait alors ce pouvoir. On avait déjà réussi quelques semaines avant, collectivement, à faire reculer le président de la République, Macky Sall, mais qui du coup n'était pas prêt pour une autre défaite. Il pensait, en renonçant à ce 3e mandat, en début juillet, d'avoir fait ce qu'il avait à faire, et qu'à partir de là, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait faire, y compris donc arrêter Ousmane Sonko. Et il nous appartenait de lui montrer que les premières limites qui avaient été fixées, à travers notamment notre communication au bureau du procureur de la Cour pénale concernant la commission de crimes contre l'humanité au Sénégal, rappelez-le, avait été rendu public le jour d'une visite de Macky Sall à Paris, qui était censée créer la normalité de ses comportements, consacrer l'utilisation de tirs à balles réelles contre la population, consacrer son inscription dans l'ordre international. Cette communication, évidemment, avait permis d'empêcher cette normalisation et l'avait isolée et mis de côté avec un impact extraordinaire auquel il ne s'attendait absolument pas. Il appartient aujourd'hui au Sénégal de décider quelle sera la voie qu'il souhaitera suivre en ce qui concerne cette question fondamentale de l'impunité et de la justice rendue aux 60 martyrs, aux milliers de blessés et d'emprisonnés qui auraient pu autrement voir leur sacrifice demeurer en vain. Il y a plusieurs options. Celle de la réparation, qui a été annoncée par le président de la République, m'apparaît minimale, nécessaire, mais minimale. Il apparaît essentiel de procéder, comme l'a annoncé le Premier ministre, lors de cette journée dont parlait mon confrère Bamba Cissé, d'opérer une purge, et une purge massive, qui évite des événements comme celui que l'on a connu aujourd'hui. Il n'est pas acceptable que des personnes qui ont commis, au détriment du droit, des actes à l'encontre de citoyens sénégalais, demeurent dans des positions de privilège, demeurent dans des positions de pouvoir dans ce pays. Nous le devons, à mon sens, aux nombreuses personnes qui se sont sacrifiées pour cette cause et qui ne se satisfont pas simplement de ce changement de pouvoir.
mais qui nécessite qu'il y ait un engagement réel pour changer les structures de ce pouvoir et éviter que ces violences ne se reproduisent. Alors, le Sénégal a le choix. Il a le choix de la justice internationale et de la Cour pénale internationale, ce chemin que nous avons ouvert, qui est parfaitement factible, et que le Sénégal pourrait renforcer en saisissant de lui-même la Cour pour qu'elle se saisisse à son tour de cette question. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les Sénégalais souhaitent mettre leur destin entre les mains d'une institution internationale dont on sait à quel point elle est sous influence et à quel point elle a été fécondée pour servir un projet qui n'est pas un projet souverainiste, qui n'est pas un projet sénégalais et qui n'est pas un projet africain. Il est tout à fait possible au Sénégal de créer une cour spéciale ou des mécanismes spéciaux qui permettent de juger et de sanctionner les personnes qui ont commis ces méfaits. Il lui est parfaitement possible et probablement préférable de se saisir d'elle-même de cette question de la justice et de s'occuper d'elle-même de ceux qui ont souillé ces institutions et sa démocratie. Pour cela, il faudra du courage. Du courage car il s'agit d'adopter des dispositions légales et peut-être constitutionnelles qui sont en rupture avec ce à quoi les hommes politiques sont habitués, à savoir négocier, transiger et se protéger. Je viens d'un pays, la France, qui sombre entre des mains oligarchiques et dont l'effondrement est en train de peser sur ses anciens partenaires et alliés, y compris le Sénégal. Aujourd'hui, la France est prédatrice et lourdement détestée dans de nombreux pays parce qu'elle manque de ressources pour elle-même. Et elle va donc les chercher à l'extérieur, tirer des profits pour essayer de se régénérer et de continuer à alimenter ses classes dominantes au détriment des peuples où elle agit. Il y a longtemps qu'au Sénégal, des grandes entreprises françaises ne sont pas venues, non pas pour investir, pour apporter des capitaux, pour permettre à ce pays de se développer, mais simplement pour capter des ressources et continuer à maintenir ses états d'asservissement. Cette situation, les Sénégalais en souffrent autant que le peuple français. Et il est fondamental que vous soyez conscients du fait que la même main qui a frappé les Sénégalais pour maintenir ce régime clientéliste, qui était le régime de Macky Sall, est celle qui frappe le peuple français, que ce soit lors des mobilisations des Gilets jaunes, de manifestations contre la retraite, ou plus récemment sur les questions palestiniennes, c'est cette même main avariée, putride, qui cherche à dévorer les dernières cellules saines qui existent dans ce pays, pour s'assurer que les ressources restent concentrées entre quelques mains, au détriment du reste du peuple, soumis, exploité et pillé. Ce sont les mêmes oligarques qui agissent ici et là-bas et qui ont tout fait pour s'assurer que Macky Sall puisse continuer, soit directement, soit à travers son candidat, à agir. N'oubliez jamais comment M. Ba fut reçu par la France après les événements de juin 2023, avec les honneurs par le Premier ministre, pour l'introniser comme le candidat de ce pays, ici, au Sénégal. N'oubliez jamais que la France, le gouvernement français, n'a jamais dit un mot, comme l'a rappelé Ousmane Sonko, pour condamner les violences qui étaient commises contre le peuple sénégalais. Le gouvernement français d'aujourd'hui était prêt à tout pour assurer la continuité qui lui préserve son influence sur ce territoire, y compris, comme on l'a vu avec l'affaire Karim Wade en janvier, intervenir et violer son propre droit pour essayer de favoriser des candidatures au détriment d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Et donc à partir de là, l'idée que le droit serait autre chose qu'un instrument du politique me semble difficile à concevoir. Celui qui est en adversité à l'égard du pouvoir, et vous l'êtes encore aujourd'hui, parce que si vous avez réussi à faire libérer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, vous restez dans un système dominé par ceux qui, hier, vous réprimaient et aujourd'hui continuent encore de vous exploiter. Et ce système-là, sénégalais, reste inséré dans un système beaucoup plus large d'asservissement et d'exploitation, contre lequel il faudra encore des années pour achever cette troisième phase de décolonisation qui s'annonce non seulement au Sénégal, mais dans de nombreux pays d'Afrique, et plus généralement du Sud global. Et si je suis à vos côtés,
C'est parce qu'en France, je me bats aux côtés des mêmes damnés de la terre qui souffrent comme vous de ce même système d'exploitation et qui sont utilisés comme des pions par ces mêmes personnes pour continuer à assurer leur prospérité contre toute évidence. Et cette solidarité-là, fondamentale entre peuples, ne sera jamais instrumentalisable par ceux qui, à un moment ou un autre, prétendront que Ousmane, comme ils l'ont fait, que Ousmane Sonko était un anti-français, qu'il était là pour s'attaquer à des gens, à des individus. Non, non, non. Ousmane Sonko est venu pour rendre sa souveraineté au peuple sénégalais et a aujourd'hui une responsabilité majeure au regard des sacrifices qui ont été faits pour le protéger, à l'engagement extraordinaire qu'ont eu les confrères et le peuple sénégalais pour s'assurer que cette mission soit menée à bien. Et il va avoir besoin de l'engagement de chacun face à la trahison qui partout affleure et qui à tout moment cherchera à le déstabiliser et à éviter la concrétisation de ce projet. Et donc à partir de là, la position qui est la mienne ici, qui est celle d'un serviteur. Moi qui ai eu la chance unique, à un moment donné, de porter la parole d'un homme qui incarnait la volonté d'un peuple et qui pour cela était réprimé, enfermé, mais aussi sali. Et n'oublions jamais que peut-être le plus grave qu'a connu ce pays n'a pas été tant la détention et l'emprisonnement de ses principaux représentants politiques, de la mutilation et les violences commises à l'égard de simples citoyens comme Pape Abdoulaye Touré, c'est peut-être la salissure que l'on aura tenté d'infliger à cet homme pour des raisons politiques. Je n'oublierai jamais, et je tiens à ce que ce soit su par tous, et ces mots vont vous heurter, mais il faut que vous les entendiez. Lorsque, plaidant devant la Cour de justice de la CEDEAO, sur invitation de l'un de mes confrères, craintif déjà d'une institution à laquelle je n'avais nulle confiance, j'ai entendu le juge ivoirien, M. Ouattara, commencer à parler du sperme frais retrouvé sur le corps d'Adji Sarr. Lorsque je l'ai entendu dire ces mots et tenter de dégrader de la sorte un homme qui était déjà emprisonné, qui avait réussi à établir son innocence, y compris devant un tribunal fait pour le condamner. Car il faut rappeler ce miracle d'avoir réussi à établir l'innocence d'Ousmane Sonko face à des juges dont il était exigé qu'ils le condamnent. Cet homme innocenté, qui voit sa parole portée par deux confrères, dont mon éminent Clédor Cirelli, respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest, se retrouve devant une instance internationale où l'on entend cet homme prononcer ces mots. Je veux que tous les Sénégalais le sachent, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité nos ennemis sont arrivés, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité ces institutions supposément internationales, censées servir la souveraineté des peuples ouest-africains, sont arrivées pour nuire à un homme et à un peuple et légitimer leur démarche que rien ne pouvait légitimer. C'est face à ce monstre, aujourd'hui, que vous vous battez et que vous aurez à vous battre. C'est face à ce monstre, aujourd'hui, qu'Ousmane Sonko et son gouvernement ont à se battre. Et il faut que vous soyez très attentifs à ce que la capacité que vous avez eue à subvertir l'humiliation que l'on a tenté de vous infliger, cette humiliation qui est le principal instrument politique des dominants, cette humiliation qui est la pire trace que la colonisation ait laissée, bien plus grave encore que les coups de fouet, que les exécutions, que les violences physiques, la tentative de rabaisser, de mettre à bas, cette tentative que l'on a cherché à nous affliger à tous pendant cette procédure et pendant ces années. Encore aujourd'hui, dans des commentaires dans la presse inacceptables au sujet de cette conférence. Cette humiliation, c'est l'arme que nous n'aurons jamais à utiliser, qui nous différenciera toujours de toujours, et contre laquelle nous aurons toujours à lutter. Et le politique, le sens du politique, consiste à renverser l'humiliation en la collectivisant. Parce que l'humiliation est un acte individuel. On essaye de vous isoler, de poser sur vous un stigmate, de rompre le lien qui vous unit aux autres opprimés. Et ce faisant, vous désactivez et vous effondrez politiquement. Et la fonction du politique et la noblesse du politique, c'est de réunir ces opprimés,
c'est de réunir ces personnes que l'on a cherché à écraser, et c'est de les mettre devant la scène, après la victoire, pour leur dire « nous serons là pour vous protéger ». Nous avons tous, ici, à l'exception de mes 2 confrères, été détenus. C'est symboliquement très important que nous soyons aujourd'hui devant vous et devant ces caméras pour pouvoir vous dire non seulement que nous avons vaincu, mais que nous serons là pour vous, et quoi qu'il arrive, du côté des oubliés de l'histoire, pour les protéger contre tout excès que quiconque chercherait sur lui à piquer. Je voudrais vous remercier d'être là en conséquence, parce que votre présence nous permet de collectiviser ce sentiment, de nous rendre compte que nos efforts n'ont pas été vains, et de continuer à servir avec cette force qui nous a menés jusqu'à vous, et qui continuera à nous mener là où on nous demandera de l'aide, là où des humiliés réclameront qu'un regard les rétablisse dans leur dignité et leur rende cette souveraineté qu'on leur aura volée. Merci beaucoup. Merci, Maître Juan Branco. Bon, je m'en voulais un peu de ne pas vous avoir dit en wolof bienvenue au Sénégal. Mais en écoutant votre histoire là, digne de Jack Bauer, je me dis que, et votre boubou aussi, vous êtes très bien intégré. Moi, sénégalaise pure souche, vous avez foulé un territoire que je n'aurais jamais espéré explorer. Et dans les conditions que nous connaissons tous. Donc, et ça nous interpelle, nous jeunes Sénégalais. Si, entre guillemets, c'est péjoratif, mais un étranger peut être aussi engagé pour notre cause, alors qu'est-ce qu'on attend? Merci, Maître Juan Branco. Et merci aussi pour une chose. Vous avez évoqué une expression, je tiens à le redire, qui m'a donné des frissons. C'est les héros anonymes. Ils se comptent par milliers. C'est d'abord, oui, comme toi, mon très cher. C'est d'abord un monsieur qui pouvait utiliser sa notoriété, son bail